je laisse la parole à la salle et aux questions. Monsieur. Est-ce qu'on a, Madame Chigny, est-ce qu'on a un micro? Voilà. Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos interventions. C'est une question pour M. Chauviron par rapport à l'évolution potentielle du système éducatif et de son rapport aux politiques. Après les élections municipales, même si on considère qu'une certaine victoire du JHP, les candidats qui ont été nommés à Istanbul ou Ankara ne sont quand même pas des kémalistes pur jus, et c'est les nouvelles alliances politiques qu'on peut voir avec l'IYİ Parti ou Amsterdam montrent que le JHP a une sorte de besoin de se recentraliser, de quitter certains aspects de son kémalisme. Donc est-ce que même si le parti de l'opposition reviendra au pouvoir, on n'aurait pas des positions au final assez similaires dans les questions éducatives? Merci. Oui, bien sûr. Oui, je suis plutôt d'accord avec vous. Effectivement, cette fois-ci, le CHP a réussi à présenter des candidats, surtout le candidat à Istanbul, qui est un candidat plutôt de consensus. Et ce n'est pas quelqu'un qui choque l'électorat conservateur. Et très certainement, il est en mesure d'introduire un assouplissement du kémalisme qui était jusque-là en vigueur à l'intérieur du parti. Donc, oui, dans une certaine mesure, oui. Après, sur les imamatiques, par exemple, je ne pense pas que le mouvement va se poursuivre dans l'hypothèse d'un pouvoir CHP, ça c'est certainement pas. Sur la question des programmes aussi, on peut penser que le balancier revienne doucement vers le centre. Espérons en tout cas. Merci. Madame. Oui, bonjour. Monsieur Chauviron, en sujet de l'éducation en Turquie. Moi, si j'avais travaillé en 2007, il y a eu une augmentation du nombre d'années d'études dans les lycées et j'avais travaillé sur les manuels du cours de la religion. Et là, en travaillant surtout depuis ma thèse, je travaille aussi sur un petit peu sur l'éducation islamique en Turquie, dans les fondations, notamment avant le gouvernement d'AKP, c'était plutôt dans les fondations qu'on prenait cette éducation plutôt approfondie. Et en travaillant sur l'éducation, vous devez toujours aussi aller à l'éducation kémaliste. C'était quoi le profil du citoyen visé par l'éducation kémaliste? Vous avez cité par exemple quelques mots du sermon dans l'éducation kémaliste. Alors cette idée de dédier son existence à l'existence turque, c'était en fait à la base de l'éducation turque kémaliste. Et on n'a jamais prévu dans l'éducation kémaliste non plus le développement de la libre pensée individuelle, de la liberté individuelle, de l'autonomie individuelle. Je me demandais toujours dans mes travaux si cette islamisation, et même il faut peut-être dire signification du profil du citoyen visé par l'éducation nationale en Turquie, est-ce que ceci n'était pas en quelque sorte en symétrie avec l'éducation kémaliste? Disons, peut-être, quand on dit dans la photographie le noir le négatif de la même photo. Je me demande toujours ça, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis largement d'accord avec vous, c'est-à-dire que ce qui caractérise vraiment le système éducatif turc, peut-être pas que lui d'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste, c'est d'un côté l'idéologisation, et celle-là elle perdure effectivement dans un négatif de ce qui existait auparavant. Et puis le deuxième aspect, celui que vous venez de décrire, c'est-à-dire un système éducatif qui ne privilégie pas du tout l'esprit critique, mais le rabâchage de savoir acquis, effectivement, à travers un système de QCM, notamment, à travers tout le processus scolaire et ensuite universitaire. Et là aussi, ça n'évolue pas. Même si dans la vision pour 2023, apparemment, il y a quelques références à ça, aller plus vers le contrôle continu, moins vers le rabâchage, mais on verra si dans les faits ça aura lieu. Je n'y crois guère. Merci. D'autres questions? Il y a une dame.
une dame là. Et après... Merci beaucoup pour toutes les présentations très intéressantes. Moi aussi, j'avais une question pour M. Cheviron. Vous avez parlé des, si bien mettez ici, j'ai bien entendu, des crèches, n'est-ce pas? Des crèches, si oui. bien mettez pour tout le monde. Pourquoi vous avez... Est-ce que le nom c'était ça? Si j'ai bien compris, vous avez dit que c'était créé en 2014? Que les premières expériences pilotes apparemment ont lieu en 2014. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ces crèches-là? Parce que je trouve que c'était très intéressant. Est-ce que c'est vraiment des entités publiques ou bien quel est le statut légal et... Oui. Vous voyez, j'ai voulu juste... Oui, je comprends, malheureusement, je vais un peu vous décevoir. C'est pas un sujet que j'ai vraiment étudié en profondeur. Mais apparemment, oui, c'est quelque chose qui est sponsorisé par l'État, donc financé, comme je le disais, par les 2 ministères. Et l'idée, c'est d'avoir des enseignements religieux dès le plus bas âge. Ça accompagne un petit peu le mouvement de développement des crèches. De plus en plus, on s'efforce en Turquie d'envoyer les enfants à l'école, enfin en pré-école, pour les âges 3 à 6 ans. Et donc, une des possibilités offertes de plus en plus, c'est celle-là. Alors, je n'ai pas de données chiffrées. Je sais qu'au moins 50 000 enfants ont été scolarisés dans ces établissements, mais après, je ne sais pas comment ça a évolué au cours des dernières années. Et c'est géré par les imams? Et apparemment, oui, les cours sont en partie assurés par les imams. Il y avait une question, mademoiselle. Vous avez toujours une question? Bonjour, je vais rajouter une autre question. Plus fort. Donc c'est pour M. Cheviron aussi. Évidemment. Non, mais c'est une question super simple. En vrai, si dans cette logique binaire, cette éducation kémaliste et aujourd'hui Erdogan et tout, si on dit que voilà, les dominants, maintenant c'est les dominés, les dominés sont maintenant les dominants, et ils transforment ce système d'éducation et tout. Donc on peut dire que l'imam Hatib n'a rien d'opposition, mais dans ce cas-là, quelle fonction ils remplissent forcément? Parce que, comme vous avez écrit dans votre livre Erdogan, repère de la Turquie, ça sert aussi d'un réseau. C'est-à-dire, la plupart des gens qui sont allés à l'imam Hatib avec Erdogan, ils ont des ministères où ils étaient des députés, etc. Ça fonctionnait un peu comme former cette élite et tout. Et aujourd'hui, si le système d'éducation nationale, ça devient de plus en plus religieux et tout, Imam Hatib, qui envoie leurs enfants à Imam Hatib? Parce qu'Imam Hatib, à la base, c'était comme quoi les écoles de République, ils n'ont pas l'éducation nécessaire, morale, islamique et tout. Donc on va envoyer nos enfants à Imam Hatib. Et aujourd'hui, avec quelle pensée enverrait ses enfants à Imam Hatib? Est-ce que c'est plus les élites de la nouvelle cette république ou bien autre chose? Comment vous interprétez ça? A priori, c'est plus. Bon, ce n'est pas les enfants des élites de cette nouvelle Turquie qui vont dans ces écoles-là. Au contraire, d'ailleurs, le problème maintenant, c'est que comme je le disais, c'est la carte scolaire qui détermine de plus en plus quels enfants vont aller dans ces écoles-là. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément le choix. Il s'agit c'est devenu l'école, c'est pas encore devenu, mais ça pourrait devenir l'école de base, l'école du quartier. Je pense que les enfants des classes supérieures font leurs études en privé plutôt, voire à l'étranger. Et l'entrée à l'université a décliné de ces lycées-là. Pardon? L'entrée à l'université a décliné. Ah oui, le aussi, succès. ça c'est... Merci. Bon, désolé de casser la ligne. Je n'ai pas une question pour Nicolas Cheviron, mais pour témoin Buline. Je ne sais pas si vous autorisez cette question. Effectivement, la culture en Turquie en 2024, ça fait peur, mais est-ce que c'est vraiment ce qui peut se passer, sachant peut-être que l'activité culturelle, notamment underground en Turquie, est quand même très 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 importante aujourd'hui et que peut-être qu'elle est sous les radars des autorités. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est très présente pour ceux qui s'intéressent, mais on peut dire que ça touche un très très large public, c'est un peu ça le problème. Et puis, bon, moi, dans le texte que j'ai composé, ce sur quoi je voulais insister, c'était effectivement à la fois cette question d'éducation, parce que c'est comme ça qu'on fabrique les lecteurs,
La question des langues qui entourent la Turquie et les alliances. Hein. Bon, j'aurais pu mettre arabe et russe plutôt que arabe et coréen, etc. C'est-à-dire que c'était une sorte de géopolitique culturelle, imaginaire. Je n'en sais rien du tout d'ailleurs, comment ça peut se passer. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour tout ce qui est underground et qui pourrait, disons, non pas renverser la culture officielle, c'est impossible, c'est pas du tout les mêmes moyens, mais se maintenir comme une culture turque de qualité, à l'aube de 2071, 2150, enfin on espère quand même que ça va tenir. Mais on a bien vu qu'avec la suppression de la grande presse, la place de la télévision, les séries télévisées historiques, en fait, il y a une culture populaire de masse, industrielle, qui règne. Et alors, pour lutter contre ça, il faut se lever de tout. C'est ça le problème. Monsieur ? Donc, je suis dans la même ligne de pensée. Et ma question sera, est-ce qu'on voit des initiatives de la part du gouvernement ou, indépendamment de ça, est-ce qu'il y a une effervescence dans un domaine de littérature islamique conservatrice, etc., surtout dans la fiction, par exemple, parce que les séries télévisées, etc., il y a des travaux sur tout ça, mais est-ce que vous suivez aussi, est-ce qu'il y a quelque chose à voir peut-être de ce côté-là aussi, ou rien de louche? C'est toujours louche. Il y a eu un gros développement de la littérature industrielle, donc dite populaire, hein, de gros pavés musulmans plein de bons sentiments. Il y en a eu énormément dans les années 90 à 2000, jusqu'à maintenant, il y en a encore pas mal d'ailleurs. Mais par exemple, il y a des maisons d'édition musulmanes qui essaient de faire autrement. Alors c'était Timash, par exemple, qui essayait, et puis Timash, c'est un peu fêteux, si j'ai bien compris, donc ils ont eu quelques ennuis, ils ont changé le catalogue. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires là-dedans, mais je crois qu'il y a quand même quelques auteurs conservateurs musulmans, bon, je ne dis pas islamistes ou islamiques, plutôt musulmans conservateurs qui voudraient faire de la culture, qui en sont capables d'ailleurs. Et c'est bien grave, mais à quel endroit se placer que faire avec l'électorat justement plutôt centre-gauche, ex-pénaliste, laïque, je ne sais pas comment il faut les appeler, il y a toujours ces problèmes d'appellation. Et cette culture-là a le droit d'exister et elle peut être très intéressante. Bon, l'exemple, ce serait Béchir Alvazolo, hein, cet essayiste, quand même quelqu'un qui fait un travail de très très bonne qualité, plutôt sur des essais, sur la fiction. Bon, je pense qu'on ne peut pas écrire un bon roman musulman. Là, sincèrement, je pense que ce n'est pas possible. C'est contraire au roman. La sentimentalité, la religiosité, ça ne va pas du tout avec le roman moderne. Donc c'est déjà raté d'avance. Mais on ne peut pas leur dire. Pas comme ça. Oui, enfin, ça n'empêchera pas qu'il y ait un public, celui qui aime les séries avec Rose, plutôt genre Ouzo Sokrae. Et de la poésie? Alors là, c'est plus délicat. C'est plus délicat, parce que tout le monde est poète en Turquie, donc... C'était la tradition islamique de la poésie, quand même. Pas très tenté, hein, quand vous le dites comme ça. Parce que vous voulez dire la poésie classique, alors? Ouais. Non, est-ce que vous voyez... Attends, microphone, si tu veux parler. Non, je ne veux pas parler, c'est juste une question. Ouais. Lucas, tu veux pas parler, mais c'est enregistré, tu as des images sans son, s'il te plaît. Alors, est-ce que vous voyez la même question, une possibilité d'effervescence de la poésie islamique peut-être, si... Bon, il y a la poésie, une chance de ce côté-là, on va dire la littérature turque est bien meilleure que le roman. La nouvelle. Hein, il y a eu des Cahit Sarifoglu, par exemple, dans les années 70. Il y a eu des gens vraiment intéressants. Il y en a encore. Je pense que la poésie se prête mieux, finalement, à un discours parfois, enfin pas moral, mais les images effectivement classiques peuvent être utilisées. Il y a toute une technicité qui permet de faire de la poésie sans trop des choix. Alors dans le roman, c'est expliqué. Monsieur. J'aurais une question commune à Marie Diego et à Kam. Vous avez souligné un peu les limites des capacités stratégiques de la Turquie, d'une certaine manière. Et Marie Diego a précisé à juste titre que on se pose la question aujourd'hui en Turquie si on peut devenir un
peu la Russie ou le Venezuela de la Turquie, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord, nous n'avons pas le pétrole pour pouvoir le faire ça. Du coup, ça c'est une limitation considérable. Et vous avez souligné les 4 options possibles. La seule question qui me reste, c'est un des étudiants turcs qui avait soutenu une thèse il y a quelques années qui m'avait marqué ici en France, et sa thèse portait sur l'utilisation de la rente stratégique par la Turquie, l'utilisation massive de la rente stratégique par la Turquie. À la place du pétrole, nous avons notre emplacement stratégique. Est-ce que cette rente stratégique est inépuisable? Bu stratejik rant kısmını söylerseniz gerisini anladım ben. Sadece petrolümüz yok. Burada bir öğrencimiz bir doktora tezinde çok iyi bir temayla Türkiye'nin aşağı yukarı 2. Dünya Savaşı'ndan beri, hatta 1. Dünya Savaşı'ndan beri esas kullandığı rantın stratejik rant, konumunun rantı olduğunu ve bunun bugün de geçerli olduğunu ve bunun da esas siyasi kullanım kaynağı olduğunu belirtmişti. Bunun sonsuza kadar devam edecek bir rantın bu. Bunun sınırı nedir? Okay, actually I try to emphasize that point. I agree with that point. I don't know what evidences or what kind of argumentation you had in this thesis. I mean, you're a student, but I totally agree that Turkey, maybe not the most important import of Turkey is its geostrategic position, but it is really one of the most important one. Probably Turkey distinguishes with its strategic position from any other medium power, let's say, or regional power, by having access to more than 5 or 6, 8 regions. That's incredible. I mean, no other country has such a strategic position. I mean, every country starts with its, strategic importance. Like even Kazakhstan, Kazakhstan believes that, is a Europe, Asia, both cultures are, or any country. I don't know, even Yeni Guinea, Papua. New Guinea, Papua. Every country just underlies, emphasizes important. But I mean, when it comes to count the number of assets related to that, I mean, Turkey is by far #1. I mean, we can maybe only compare Russia, but Russia is not a regional power. It's a great power or global power. So I totally agree. But again, another supporting idea. If you compare all the countries surrounding Turkey, they are worse than Turkey in any sense. This is another chance, I mean, of Turkey, Syria, Iraq, Iran, Jordan, I mean, okay, I don't like to name all of them. Even the Balkans, I mean, maybe Greece a little bit, I mean, with its cultural assets and maybe more democratic standards. But if you compare, so any country who likes to do something in Balkans, in Black Sea, in Caucasus, in Central Asia, in Middle East, in Greater Middle East, in Horn of Africa, there is no better alternative. Yeah, I mean, just don't assume Erdogan's Turkey. Just try to think Turkey, because he will go very soon. So, I mean, if you think that this geopolitical stance, yeah, this is one of the greatest chances Turkey has. But on the other hand, there are real limitations for that. And I think the most important one is what Marijago mentioned, the economic limitations. It's not enough in any sense for being like the 6th or 10th greatest military country. It's incredible, I mean, with such an economy. It can't be, I mean, continued like that. It can't survive like that. And it's going down. I mean, the capacity is actually
declining. It was a 6th global military country just 8 years ago. Now it's 11, and probably it will go up to I think like 15 very soon, like the same index, global firepower index. And in innovation indexes, Turkey's ranking is terrible. It's terrible. I mean, it's less than even its economic performance. So in those criteria are the limit. I mean, the parameters that limits Turkey's capacities. But with that chance, I mean, and with the fragility and this, I mean, fragmented systemic character of the new world order, it allows, you know, countries to dance with other partners. Oui, moi je dirais aussi que c'est limité comme concept. Évidemment, la Turquie profite de cette rente, ou tend à vouloir profiter de cette rente, mais la réalité, le principe de réalité sera toujours le plus fort. Et en fait, c'est pas étonnant qu'au rang de l'innovation, c'est pas avec des imams à type, avec des étudiants d'imam à type, qu'on va réussir à faire monter la Turquie sur le plan des innovations. Si l'éducation est dans cet état-là, je pense qu'il n'y a rien à attendre. Quant au partenariat avec la Russie, bon, la Russie, grand pouvoir. N'oubliez pas que la Russie, le PIB de la Russie, celui de l'Italie, une grande puissance, ok, mais niveau économique zéro, un peu de pétrole, gaz, voilà, vente d'armement, or, sinon rien, tout est importé. Donc voilà, et puis au niveau de la projection géopolitique, depuis la projection de puissance, parce que la Russie est quand même militarisée, extrêmement militarisée, Poutine a énormément modernisé l'armée, la capacité de production du complexe militaro-industriel. Là, à ce jeu-là, je pense que c'est pas la Turquie qui sera dominante ni en mer Noire, ni dans les Balkans. Je pense que la Russie, elle, de ce point de vue-là, elle a plus l'habitude que la Turquie de se projeter. Merci. Alors, on a la possibilité pour 2 questions, peut-être. Alors, Nora et mademoiselle, monsieur. Voilà, 3 dernières questions et on va s'arrêter là. J'ai une question qui s'adresse peut-être. Oui, ça marche. Plutôt à Timon, mais aussi à Nicolas peut-être. Mais j'aurais une autre question aussi à Nicolas Chevillon. Il y a 5 ans, quand j'étais en Turquie, je regardais les modes de vie des 2 principales groupes en termes d'usage et mode de vie. Je trouvais que si on les laissait tranquilles, il n'y avait aucune raison que dans le temps, pas très longtemps, cela converge. Je les voyais regarder les mêmes séries télévisuelles, aller dans les mêmes magasins, avoir les mêmes sessions des grands magasins, des malls, les mêmes valeurs d'une certaine façon, les mêmes valeurs marchandes, les mêmes valeurs de spectacle, familiales, etc. Il n'y avait pas de raison que ça ne converge pas, que les polarités, les caractéristiques des uns et des autres ne se dissolvent pas dans le temps, dans quelque chose de plus collectif. Il a fallu que Erdogan produise du nous et de eux pour que le groupe, disons, conservateur, avec des injonctions à être musulman et à se conformer à un mode de vie musulman, il a fallu qu'il y ait ce genre d'injonction et d'irruption dans les modes de vie par le pouvoir en place, pour que la polarisation ait atteint les degrés qu'elle a atteints aujourd'hui. Est-ce que c'est une analyse que tu partages ? Il n'y avait pas de raison fondamentale, existentielle, ou je ne sais quoi, avec une espèce de racine, de noyau dur, pour que ces deux populations turques ne convergent pas dans quelque chose de plus consensuel. Est-ce que c'est une analyse que tu partages ? Il n'y avait pas de raison fondamentale, existentielle, ou je ne sais quoi, avec une espèce de racine, de noyau dur, pour que ces deux populations turques ne convergent pas dans quelque chose de plus consensuel. Est-ce que c'est une analyse que tu partages ? Il n'y avait pas de raison fondamentale, existentielle, ou je ne sais quoi, avec une espèce de racine, de noyau dur, pour que ces deux populations turques ne convergent pas dans quelque chose de plus consensuel.
Alors, il n'y a pas de raison, mais en réalité, tu as mentionné quelque chose qui est frappant, il y a les modes de consommation. C'est ça. Les modes de consommation ne sont pas la culture. Et quand non, il y a les spectacles qu'ils regardent, la façon dont ils pratiquent avant les grands ensembles, la façon dont ils pratiquaient le logement et le quartier. C'était la même chose, jusqu'à ce qu'on leur produise des logements et des quartiers dans lesquels ils ne se reconnaissent pas et ils ne vivent pas de la même façon. Oui, c'est vrai que, comme tu dis, il y a eu des injonctions, il y a eu une volonté de séparer les nations. De toute façon, on le voit bien, ça a été d'ailleurs assez réussi. Et je pense quand même qu'à un moment, le clash serait arrivé sur les valeurs culturelles. Parce que ce soit au cinéma, ou dans le roman, ou l'opéra, etc., il y a un moment où ça ne va plus. Ça, c'est-à-dire que le conservateur peut accepter jusqu'à un certain point, et le laïc jusqu'à un certain point. Donc, mais on n'est pas obligé d'en faire un coup de Kampf permanent. Ça, après, chacun achète les tickets qu'il veut, tout simplement. Donc c'est vrai que ça doit être vivable, et finalement c'est le cas en France. C'est très bien. Tout le monde ne consomme pas la même chose, il n'y a pas enfin, dans pas mal de pays européens, il y a des mentalités très différentes. Quand on parle en privé, on voit bien que c'est quand même... enfin, on pourrait sortir un couteau aussi, mais on ne le fait pas. Donc non, mais ça existe. Donc cette différenciation-là a été, d'une certaine manière, imposée, forcée, et c'est son grand tort, je crois, d'avoir voulu vraiment placer des gens. C'est là-dessus qu'il a pu... C'est là-dessus qu'il a pu s'élever, mais c'est très très immoral. Voilà. Tout à fait. Mais Nicolas, j'ai l'impression, parce que j'ai entendu, que si les choses continuaient telles quelles, s'il n'y avait pas d'autre type d'inclinaison de notre pouvoir vers un autre type de pouvoir, les écoles humanistiques ne prospéreraient pas plus que ça. Est-ce que j'ai bien entendu? Ça continuerait comme ça. Parce que ce qu'il y a depuis les 5 dernières années, c'est une croissance exponentielle. Du moins, si j'étais bien lu. Pourquoi est-ce que ça s'arrêterait? A priori, tout a été prévu pour que ça continue. Oui. Donc il y a un budget pour ça. Il y a donc une réforme de la loi qui favorise la création de ces établissements plus facilement que les autres. Après, il y a un problème notamment de remplissage. En dépit de la carte scolaire, ils ont du mal à remplir ces écoles. Certaines n'ont que la moitié des élèves qu'elles sont supposées avoir. Donc il y a quand même un phénomène de rétraction des parents. Je ne pense pas qu'on arrivera à un moment où on dira aux gens non, c'est fini, les écoles communales lambda, on les a transformées en imams-critiques. Alors oui, peut-être. C'est il y aura peut-être de la coercion. Voilà, on gère là-dessus, donc les gens seront contraints d'envoyer leurs enfants dans des... Oui, c'est déjà un peu le cas. Oui, ça change. Et après, en même temps, il y a aussi besoin de filières d'excellence. Et ça, c'est le problème des imamatiques, c'est que leur niveau est largement inférieur à celui des autres établissements. Les parents d'élèves. Oui. Ah oui, tout à fait, oui, les parents d'élèves, dans certains établissements, sont très... et il y a besoin de ces filières d'excellence qui vont se maintenir, il y a besoin du privé à côté. C'est pour ça que là-bas, bon, est-ce que ça sera 25%, est-ce que ça sera 30%, 33%? C'est difficile à dire, ou au-delà. Les besoins aussi peuvent changer. Ça dépend de quelle scène. Merci. Mademoiselle, allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour toutes les interventions. Je suis désolée, mais j'ai encore une question pour M. Cheviran. Alors, moi, c'est plutôt sur cette idée de l'éducation comme arme de manipulation, de propagande, en fait. Ce qui m'intéresse, donc, moi, je voulais savoir, comme Étienne Copeau aussi, d'ailleurs, vous avez cité, qui a fait des nombreux travaux sur les manuels scolaires après République. En fait, moi, je voulais savoir plutôt donc, cette idée de manipulation, de propagande à travers l'éducation de l'histoire. Est-ce que c'est possible de faire une comparaison peut-être des manuels scolaires à l'époque de Atatürk et des manuels scolaires? En fait, c'est possible de faire une comparaison entre les deux types de manipulation en sachant que c'est des contextes très différents, historiquement, sociologiquement, et voilà, mais est-ce qu'on peut trouver des similarités en fait? Oui, ça sera un peu difficile pour moi de faire, j'ai pas ce niveau d'expertise là.
Mais alors déjà, on retrouve certains éléments, donc sur les manuels d'histoire, certains sujets n'ont pas évolué, comme la question du génocide arménien, par exemple, qui est toujours passé sous silence, sur la question, sur la place de certains groupes minoritaires, donc, la culture alévi, par exemple, est en général très peu mentionnée. Là, il y a de la continuité sur la question kurde d'IDEB. Après, que dire j'étais assez récemment dans les écoles à l'occasion des élections, tu sais là-bas que ça se pratique. Donc ce qu'on voit par exemple, c'est qu'il y a toujours les préceptes d'Atatürk qui sont affichés au mur. Et à côté de ça, on a en plus désormais la saga du 15 juillet 2016, les héros, les martyrs de la nouvelle Turquie d'Erdogan. Et puis on a aussi des références aux sultans, aux grands ancêtres turcs qui n'existaient pas auparavant. Donc il y a à la fois une continuité et puis une juxtaposition, dans certains cas un petit peu en remplacement, si je dirais. Il y avait la dernière question, une question à une phrase, une réponse à une phrase. Je montre M. Cheviron, mais si ça se trouve, la question n'est pas pour lui. C'est une question par rapport à Mme Gégaud, vous avez présenté la Russie comme... Alors je te ris. C'est une question pour Mme Gégaud par rapport à l'influence russe dans la région par rapport à la Turquie. Vous avez dit effectivement c'est le PIB de l'Italie, mais en termes d'importance gazière pour la Turquie c'est énorme. Et ils sont en train de créer une nouvelle centrale nucléaire à Akuyu pour les Turcs. Dans quelle mesure la politique étrangère turque elle est soumise à l'influence russe dans le Caucase et les différentes guerres on a pu imaginer en Tchétchénie, même en Géorgie, mais pour les Tatars de Crimée. Dans quelle mesure l'influence russe dirige la politique étrangère turque? Oui, alors vous avez raison de souligner la forte dépendance de la Turquie à l'énergie russe. Ça c'est très très important. Une Turquie très dépendante du gaz et du pétrole russe. Une Turquie déjà importatrice de 95% de l'énergie qu'elle consomme, ce qui est quand même un problème aussi. Alors pour la centrale, pour les grands projets énergétiques, alors il faut toujours distinguer, parce que là on est en présence de deux pouvoirs qui manifestement font un usage absolument inouï de la propagande et de l'affichage. Bon, tous les États peuvent faire ça, mais ici, c'est vraiment... vous connaissez l'expression la Russie Potemkine, probablement. Et vous savez à quoi ça correspond. C'est la tsarine Catherine II qui visite l'Ukraine. Et donc, comme les villages, elle descend le Dniepr. Et comme les villages sont quand même en mauvais état, parce que les paysans sont pauvres, sont favoris... Potemkin, qu'on appelle Potemkin en français, décide de construire des décors et il les fait habiller les paysans très très bien avec des nattes blondes, des jolies petites couronnes de fleurs, etc. Et au fur et à mesure que le bateau de la tsarine descend le fleuve, on déplace les décors et comme ça elle a l'impression que tout va bien. Voilà, tout ça c'est très réel et la Turquie est un peu en quelque sorte, je dirais, contaminée par cette... parce que finalement la relation avec la Russie, il y a un grand effet d'affichage. Par exemple, je vais vous raconter au sujet de la centrale nucléaire d'Akuyu, à côté de Mersin, si je ne me trompe pas, Mersin. Voilà. Et donc ce serait une première, hein, la première fois qu'une centrale nucléaire serait construite en Turquie. En l'état actuel des choses, c'est problématique parce que, alors évidemment, ils ont fait le fondement. Ils ont mis du béton, donc tout est là. Et puis il y a eu même une inauguration, mais les gens parfois s'y sont laissés prendre. C'était une inauguration qui a eu lieu par Skype depuis le palais de Beştepe. Poutine n'allait certainement pas, pour des raisons de sécurité, aller à Mersin. Donc on a fait par Skype, on a montré comment on coulait le béton, tout ça a été formidable. En réalité, les sociétés turques qui devaient financer à 50% le projet, c'est je crois Kalyon et la troisième, l'IMAC, voilà, l'IMAC, les trois qui sont en grande difficulté financière et qui sont en cours de restructuration pour les crédits qu'elles ont empruntés, donc se sont retirés du projet. Donc ça veut dire que le financement russe, il est là, mais il manque 50%, le financement turc, depuis on n'a rien trouvé, donc ça patine. Il y a le Turk Stream qui a été construit, du moins une branche, hein, et qui après devrait être prolongé vers l'Europe du Sud, vers les Balkans. Mais la branche turque, elle est faite. Néanmoins, ni la Turquie ni la Russie n'ont réussi à s'entendre sur le prix du gaz. Et donc, par exemple, on voit qu'en 2018, alors c'est vrai que Turk Stream n'était pas achevé encore,
mais en 2018, la Turquie a importé du gaz liquéfié d'Algérie, Qatar, et je ne sais plus où encore. Donc ce qui veut dire que Iran, bien sûr, et donc ce qui veut dire qu'elle diversifie, elle essaie de diversifier un petit peu. Bon, on voit bien que dans la relation russo-turque, tout ne va pas mieux dans le meilleur des mondes. Évidemment, encore une fois, c'est une question d'affichage, parce que cette relation, elle se construit en premier lieu contre l'Occident. C'est ça la vertu première, la raison première des deux de s'allier, c'est de dire, voilà, je ne te reconnais pas, tu n'es pas le leader, c'est nous aussi, on peut être leader, etc. Bon, ils ont tout à fait le droit. Après, il faut voir ce que ça donne en termes de résultats. Hein. La Russie, par exemple, un très très grand pays, 18 millions de kilomètres carrés, c'est quand même, il n'y a pas tout le monde qui peut afficher ça. Néanmoins, on voit que depuis les tsars, et cette obsession est aussi chez Poutine, la victoire, enfin la suprématie, c'est le territoire. Donc plus on acquiert de territoire, plus on est fort. Donc pour ça, on prend la Crimée. 18 millions de kilomètres carrés, ça ne suffit pas. Il faut prendre encore aux voisins un petit bout de terre pour être encore plus fort. Bon, après, comment on développe? C'est ça, on peut toujours, on a l'Extrême-Orient, c'est parfait. On a la Crimée, c'est parfait, mais quand on voit le niveau de développement, il n'est pas là. Donc voilà, moi je veux bien pour l'obsolescence de l'Occident, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait vraisemblable, etc. On voit que, on en a parlé ce matin, l'Occident, des puissances impuissantes là, à régler les problèmes du monde d'aujourd'hui. Néanmoins, au niveau des technologies, au niveau de l'économie, au niveau de la force de la monnaie, de son pouvoir, voilà, c'est toujours là. Bon, et sur cela, on va clore cette session. Merci beaucoup à tous les participants.